GR8 part de la commune de Saint-Brévin-les-Pins en Loire-Atlantique. De là, il longe la côte jusque dans les Landes et rejoint Sarre au Pays basque. Il est ainsi une partie d'un grand sentier européen dit du littoral, le Honof, qui relie l'Estonie au Portugal, en longeant tout le littoral atlantique. Au Pays basque, il a choisi de s'écarter d'un littoral trop urbanisé. Ainsi, il traverse l'Adour à Urt, se rapproche de Bayonne et gagne Cambo, puis Espelette et enfin Sarre. Là, il rejoint le G10 et le chemin européen Honof emprunte celui-ci pour gagner l'Espagne et son littoral atlantique. C'est d'une toute petite partie de ce chemin que nous souhaitons vous présenter. La partie basque, partie terminale du GR8, partie sur laquelle se retrouve aussi un bout de chemin de Compostelle reliant Saint-Jean-Pied-de-Port à Hendaye pour rejoindre le Camino del Norte. C'est cette partie que nous survolons. Ici, le GR8 quitte la commune de Sourède pour entrer sur le territoire de la commune de Saint-Pé-sur-Nivelle. Nous sommes sur le GR8 entre Pignodieta, le col de Pignodieta et Sarre, et cette partie-là du sentier est bordée d'ouvrages défensifs. Les ouvrages défensifs remontent à la Révolution, en 1792, quand le roi d'Espagne a déclaré aux révolutionnaires, à la France, la guerre, et que donc on a voulu se prémunir contre des incursions espagnoles. On les appelle aussi redoute Napoléon parce qu'il y a 200 ans, il y a eu une très grosse bataille entre les troupes coalisées portugaises, espagnoles et anglaises emmenées par Wellington et les troupes françaises napoléoniennes emmenées par le maréchal Soult. Bataille d'ailleurs que Wellington a gagnée. Ces redoutes sont très simples et très modestes. Ce qui les distingue d'autres ouvrages défensifs, c'est qu'elles sont toujours sur des points très élevés qui permettent aux défenseurs d'avoir un large panorama et donc de prévoir les mouvements des ennemis. Ces redoutes qui jalonnent, là, qui sont aujourd'hui appelées redoutes Napoléon, qui jalonnent le chemin, sont en fait des constructions très simples sur un plan imaginé par Vauban. On faisait d'abord une ou plusieurs tranchées et ensuite on utilisait la terre de ces tranchées pour faire un remblai. Les agresseurs devaient d'abord franchir la tranchée et puis ensuite ils se trouvaient face à un remblai d'où ils étaient dominés par les défenseurs qui étaient eux-mêmes à l'abri des regards. Avant d'entrer sur le territoire de la commune de Sarre, le GR8 franchit la Nivelle par le pont d'Amotz. Jusque-là, ce fleuve longeait la ligne de crête que le GR8 empruntait. Mais pour rejoindre l'océan, il prend une direction plein nord pour traverser cette barrière naturelle. Le pont emprunté n'est pas celui qui fut l'enjeu de la bataille de la Nivelle dont nous avons parlé. C'est un pont récemment construit pour répondre aux besoins de l'évolution de la circulation routière. Mais sa construction a été l'une des causes de la destruction du pont historique situé plus en aval. Pendant des siècles, ce pont a résisté aux maltraitances des éléments naturels et des éléments humains.
et du fait donc des fortes précipitations sur le lit de la Nivelle, ont sapé les bases de ce pont et ce parapet qui se sont retrouvés largement abattus. Le tablier lui-même a été sapé et érodé et on s'est retrouvé donc avec un pont très fragilisé. Et il a même été pris une délibération dans les années 80 pour détruire ce pont. La délibération a été prise, mais elle n'a pas été exécutée. Sur ce, donc, est venue l'inondation du 4 mai 2007, qui a porté un coup fatal à 2 piles du pont et sur le développement des moyens de communication, et notamment du rail et même du commerce par bateau, a entraîné nécessairement le commerce des marchandises et vu la proximité de Saint-Pé et d'Amos par rapport à la frontière, l'intérêt de l'État et des services administratifs pour percevoir des taxes et autres à chaque passage. Donc au bout de ce pont avait été installé un poste de douane dans lequel donc logeaient 4 ou 5 douaniers ainsi que les divers documents municipaux du 19e siècle nous en font état. Nous voyons que depuis le début donc, de la période révolutionnaire, le souci des gens responsables de la communauté de Saint-Pé était que les ponts soient entretenus. Et nous avons une délibération de la fin du XVIIIe siècle qui nous dit que la commune a en charge une soixantaine de ponts et parmi ces 60 ponts, 4 ponts de pierre. Passé le pont Lamothe, le GR8 remonte sur de nouvelles crêtes et atteint l'emplacement de la redoute Louis XIV. On est ici sur l'emplacement de la redoute Louis XIV. Elle est très bien située pour surveiller la frontière. Elle est entre les redoutes de Suelmendy et du pont d'Amotz. Les redoutes de la barre d'Amotz, hein, puisque en fait on a donc Suelmendy là-bas, le dernier sommet là, donc c'était en fait la partie la plus haute de la fortification, hein, de la grande position de Sarre. Là on aperçoit le col de Mendiondo qui se trouve de l'autre côté entre les deux là. Et où là aussi il y a eu pas mal de combats. Le 10 novembre 1813, les Anglais, Portugais et Espagnols tenaient donc le sommet de la Rune, c'est-à-dire la partie la plus haute de la Rune, et à mi-Rune, ce qu'on appelait la petite Rune à l'époque, c'est-à-dire Mouise ou Coralandia, se tenaient nos troupes. Hein. On aperçoit, tu vois, la partie éclairée, oui, là. La petite crête qu'on voit. Voilà, donc on appelle ça la crête d'Alchanga. Et au premier plan, enfin, on voit comme des rochers, là. C'est ce qu'on appelle la redoute Coralandia, la redoute de pierre sèche. Hein, donc là, il y a eu des combats très tôt le matin, disons entre 7h et 8h du matin, ce jour-là. Bon, très vite, les Français ont été délogés, ont rétrogradé, c'est-à-dire sont redescendus vers Saint-Ignace. Enfin, le village de Sarre lui-même a été investi par les troupes qui venaient de l'Ibantélie. Les deux redoutes qui protégeaient Sarre en contrebas, c'est-à-dire Sainte-Barbe qui se trouve en face là. Mais il y avait donc deux redoutes là qui ont été très rapidement débordés, quoi. Donc les effectifs sont revenus sur Sarre. Sarre, c'est pareil, en très peu de temps, ça a été envahi par les tirailleurs ennemis, bon, qui en plus étaient en surnombre. Hein. Il ne restait plus que cette fameuse grande position de Sarre qui se prolongeait par la grande position de Saint-Pé et de Souraille sur la barre d'Amotz. Et donc les troupes du général Conroux, celui qui a été tué à Amotz, se trouvaient en bas et ont résisté tant qu'elles ont pu jusqu'au pont d'Amotz.
Dès qu'elles ont été battues après le décès de Conroux, toutes les troupes ont attaqué ici la grande position de Sarre. Hein. Ça a commencé donc par la chapelle de la Madeleine là-bas, avec la tranchée de Waldeck-Borda. Ensuite, il y a eu Louis XIV. Louis XIV qui a résisté à 2 assauts, mais qui a dû s'incliner parce que les Anglais ont réussi à faire monter une batterie. La position est devenue intenable. Ils ont dû évacuer la redoute. C'est Sualmendi qui est tombé après, là aussi, plusieurs assauts repoussés. Et 200 morts du côté anglais alors qu'il n'y en a eu qu'un seul côté français. Ah. Hein. Mais là-bas, cette redoute était occupée par ce qu'on qualifie de vieilles moustaches, c'est-à-dire des soldats aguerris, quelques anciens grognards, etc., qui ont défendu jusqu'au bout la redoute. En fait, ils se sont rendus quand ils ont vu que toutes les troupes battaient en retraite. Hein, et ils étaient complètement isolés sur cette montagne et encerclés par les troupes anglaises et portugaises et espagnoles. Et après, dans cette direction-là, il y avait une autre redoute, Santa, qui a été prise et reprise et où il y a eu des combats très, très violents aussi. De conclure cette visite, nous ne pouvons passer sous silence la proto-histoire du Pays Basque. Nous avons beaucoup parlé de la redoute Louis XIV. Malgré le rôle qu'elle a pu tenir dans l'histoire, il n'en reste rien de visible. Pourtant, elle reposait elle-même sur une enceinte proto-historique. Elle était prolongée par un ensemble de tumulus alignés, perpendiculairement à la ligne de crête suivie par le GR8. Ceux-ci ont été étudiés par le docteur Jacques Blot. Il s'étend de la redoute Louis XIV au tumulus de la Croix Sainte-Barbe et pourrait avoir constitué un parcours de transhumance. Rappelons que les tumuli sont peu visibles car à la différence des cromlechs, ils sont enterrés. Les photos de la tumulus de Bichuzia, réalisées par le docteur Blot, révèlent un cercle de pierre d'une douzaine de mètres de diamètre et recouvert par un dôme de terre de 50 cm de haut. Sa datation donne une estimation d'utilisation aux environs de 500 ans avant Jésus-Christ. Ces tumuli servaient à des rites funéraires et étaient régulièrement ouverts et refermés. Tous ces sites sont inscrits à l'inventaire des monuments historiques.